Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Briller en Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Comme ça, vous pouvez passer pour des personnes intéressantes pendant les apéros dînatoires, les fameux. Aujourd'hui, on va parler d'un mec qui a plus d'énergie que votre café du matin, un mec indémodable, indétrônable, un mec indépassable, même si ça fait bizarre de dire le mot mec pour cette personne, puisque c'est le seul, le singulier, l'unique, Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Laissez-moi vous dresser le tableau. On est au 19e siècle, les mœurs se bougent, l'industrialisation s'immisce un petit peu partout, la monarchie vacille, c'est rock'n'roll comme époque. Mon histoire commence en 1802, on est dans la ville de Besançon. Fils d'un général d'Empire devenu comte et d'une bourgeoise nantaise, le petit Hugo est au centre de l'intention dès son premier souffle. Il a eu une santé assez fragile quand il était petit, c'est le dernier d'une fratrie de 3 garçons et du coup il est vachement choyé par sa maman, il est couvé. Il grandit ensuite à Paris, à Naples, puis à Hernani, c'est dans le Pays Basque espagnol. En 1812, il se réinstalle à Paris avec cette maman qui l'aime beaucoup. Elle devient la maîtresse d'un autre général d'ailleurs d'Empire. Alors quand on vous dit que certains ont des goûts un peu chelous, là c'était le cas. Le nouveau beau-père qui est aussi le parrain et le précepteur du gosse devait même être un petit peu dans les parages un petit peu avant parce que c'est de lui que l'enfant tient son prénom, Victor. Bref, dès l'âge de 13 ans, Hugo commence à versifier. Il essaye, recommence, tâtonne et petit à petit, il commence à maîtriser la rime et la mesure. Soutenu par sa maman, qui l'adore, je vous l'ai dit depuis qu'il est tout petit, sa vocation est précoce et ses ambitions sont énormes. Écoutez un petit peu, mais c'est dingue, à 14 ans à peine, il a noté dans un journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Truc de ouf quand même, 14 ans seulement. Un amour fou des mots et des récits étonnants, à un si jeune âge quand même, parce que c'est vraiment jeune. Et parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et puis surtout, parce que c'est la période à laquelle on adore se rebeller contre ses parents, et puis je vous rappelle que le patriarche est un fervent bonapartiste, Victor Hugo fonde en 1819 une revue ultra-monarchiste avec ses 2 frères, Abel et Eugène, ils s'appellent, et ils appellent cette revue le Conservateur littéraire. Ça a le mérite d'être clair. Il publie ses premiers poèmes 1 an après, affirmant que cet art doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin, et faire vibrer, comme les cordes d'une lyre, toutes les fibres du cœur humain. C'est beau. Vous le voyez venir, le futur écrivain romantique. Ce qui est sûr, c'est que le succès est déjà au rendez-vous. Louis XVIII, rien que ça, possède un exemplaire du premier recueil de l'écrivain et il lui octroie, donc c'est ce qui va un petit peu changer la chose, parce qu'il était assez jeune et il avait quand même besoin d'argent, une pension annuelle de 1000 francs. Jackpot du coup pour le jeune homme, qui peut non seulement vivre de ses textes, mais aussi épouser son amour d'enfance, la belle Adèle Fouché, avec qui il aura 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Après des débuts de poète, il plonge plutôt dans le théâtre, Victor Hugo. Sa première victoire, c'est de remporter la bataille d'Hernani en 1830, qui oppose les jeunes romantiques pleins de fougue aux partisans d'un théâtre beaucoup plus classique. En 1831, il publie le légendaire roman Notre-Dame de Paris. On y plonge dans un Paris médiéval, grouillant et coloré. Qui aurait pensé que l'histoire croisée d'un homme cabossé, une gitane et un archidiacre pourrait créer un tel cocktail explosif ? Et il faut l'admettre, on a rarement fait mieux en termes de triangle amoureux, d'ailleurs. L'ironie, c'est que ça va bientôt lui arriver à lui, Victor Hugo, puisqu'il rencontre l'actrice Juliette Drouet en 1833, et là, c'est le véritable coup de foudre. Le genre à vous donner des papillons dans le ventre, vous savez, le genre de truc qui vraiment vous porte tout au long de la journée. Du coup, elle devient sa maîtresse, Juliette Drouet, et en fait, elle va le rester pendant plus de 50 ans, bien qu'il continue à vivre avec sa femme. Le deuxième est sûrement le plus grand amour de sa vie, qui finira par être accepté par sa propre famille. Juliette le suivra absolument partout, même en exil d'ailleurs. Quelques années plus tard, Hugo devient un aficionado, même un intime de Louis-Philippe, vous savez, le roi des Français au style ultra-bourgeois, et au passage, il est nommé académicien. Sauf que ce bonheur ne dure pas bien longtemps, en 1843, c'est le drame, Léopoldine, sa fille aînée et adulée, il l'adorait, s'est noyée en fait, malheureusement, elle venait tout juste de se marier, et elle s'est noyée tragiquement dans la Seine. Il a été dévasté, mais vraiment à terre, il a même arrêté d'écrire du coup pendant 10 ans. La suite de l'histoire, c'est qu'il est élu pair de France en 1845, il plaide à la Chambre contre la peine de mort, il soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. C'est à ce moment-là qu'il rompt avec la droite et qu'il se rebelle de plus en plus. Quand le prince-président fait son coup d'état pour établir l'Empire en 1851, l'écrivain est horrifié, il est banni. Du coup, il part en exil, il part dans un premier temps à Bruxelles, puis dans 2 petites îles anglaises au large de la Normandie, dont Jersey. Et il faut dire que tout ça le rend un petit peu perché, quoi. Le clan Hugo, en exil, s'est même passionné pour le spiritisme et il organisait des sessions de table tournante.
Voilà. Je suis très sérieux, hein, c'est pas du tout des bêtises. Ces 3 grandes œuvres poétiques, les Châtiments, les Contemplations et la Légende des siècles, datent d'ailleurs de cette époque, un peu chelou. Et puis surtout, c'est pendant cette période quand même qui était assez douloureuse pour lui, qu'il a écrit ses 3 romans les plus beaux. Les Travailleurs de la mer, L'homme qui rit et surtout, quand même très connu, Les Misérables. Tout le monde le sait, c'est un triomphe de fou. Même aujourd'hui chez les profs de français d'ailleurs, ça n'a pas bougé. Et puis aussi, c'est un pavé littéraire qui ferait pâlir d'envie tous les haltérophiles professionnels, un peu comme le Seigneur des Anneaux, de la littérature française, mais sans les elfes et avec un peu plus de révolution. Quand le texte est diffusé, l'écrivain décide de se laisser pousser la barbe, et c'est là en fait qu'il prend vraiment la figure et la stature du patriarche incontestable des lettres françaises, l'homme qu'on a encore en tête en fait quand on pense à Victor Hugo, le parrain un peu, on va pas se mentir. Lorsque celui qui surnommait sournoisement Napoléon le Petit est renversé et que la Troisième République est programmée en 1870, notre Hugo national revient triomphalement à Paris. Mais pour ne rien simplifier, c'est bientôt la Commune et il dénonce la répression sanglante qui met un terme à la révolte. Bref, pour faire court, il se retrouve à nouveau expulsé en Belgique avant de revenir à Paris, finalement, comme d'hab. En 1873, le vieil homme s'adoucit et se consacre même un peu à l'éducation de ses 2 petits-enfants, Georges et Anne, qui lui inspirent un recueil de poèmes, L'art d'être grand-père. C'est mignon, non ? En 1885, il est victime d'une congestion pulmonaire. La légende dit que ses derniers mots sont « C'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire ». Et comme il était quand même devenu très proche du peuple avec les années, ses dernières volontés sont de reposer dans le corbillard des pauvres. Mais il faut pas croire que ses obsèques passent inaperçues, c'est même clairement l'inverse. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire folle, mais en fait il a le droit à des funérailles nationales. On expose son cercueil sous l'Arc de Triomphe, puis on sécularise le Panthéon pour y déposer son corps. Et là il faut imaginer un petit peu la scène. À l'époque, il y a plus de 2 millions de personnes et 2000 délégations qui sont venues lui rendre un dernier hommage. Récemment, si on pouvait avoir un peu une idée, c'est un petit peu comme la reine d'Angleterre avec ce qui s'est passé. On voyait les longues files d'attente et David Beckham qui était même dans la file à Londres. Là, c'était un petit peu la même chose. La file, en fait, venait s'étendre, mais sur des kilomètres et des kilomètres dans Paris. Et il était déjà considéré, en fait, à l'époque, comme l'écrivain français le plus populaire de son temps. Un vrai monument de la littérature. Vraiment, même au moment de sa mort. Pas qu'aujourd'hui. C'est une référence, franchement, presque sacrée. Je vous le compare à la reine, c'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, pourquoi dit-on encore qu'il est le plus grand auteur de classiques français ? Évidemment, les opinions littéraires, c'est quand même subjectif, et puis il y en a quand même beaucoup, de Balzac à Zola en passant par Montaigne, mais Victor Hugo, c'est un peu comme Michael Jackson. Je sais pas, tout le monde peut nommer une de ses œuvres. Alors je sais pas si c'est le plus grand, mais je suis sûr que, en tout cas, c'est le plus populaire, un petit peu comme le chantait Bourvil en 1952. Un gendarme doit avoir... Et si on penche un peu plus en détail sur le cas du grand monsieur, ce qu'on peut dire sans le moindre doute en tout cas, c'est qu'il a été un des écrivains les plus prolifiques qu'on ait connus, vraiment. D'abord, il y a la durée de sa carrière, près de 60 ans, vous imaginez, c'est vraiment une carrière mais qui s'étend. Il y a eu, comme on l'a dit, des petits passages à vide où pendant 10 ans il a rien fait, mais vraiment pendant 60 ans quand même, il était relativement actif. Il a publié pas moins de 9 romans, dont certains sont quand même hyper longs, une dizaine de pièces de théâtre, 24 recueils de poésie, écoutez bien, ça fait 3636 poèmes, une centaine de discours et des milliers de dessins, parce qu'il dessinait beaucoup, Victor Hugo également, le tout du coup avec cette pause de 10 ans, donc c'est quand même fou. Son œuvre complète, c'est 45 volumes dans l'édition de l'Imprimerie nationale, et pour aller encore plus loin, il a quasiment écrit 40 millions de caractères. Mieux encore, Victor Hugo a plus ou moins touché les genres, journaux, récits de voyage, essais philosophiques, pièces de théâtre, poésie, romans, et ces derniers sont encore et toujours indémodables. Regardez juste Les Misérables. Maman qui t'envoie chercher de l'eau si loin. Je crois que j'en ai pas de maman. Une vingtaine d'adaptations au cinéma, même en Inde, même au Japon. Puis comme on l'a dit, tous les profs de français sont amoureux des Misérables, on est tous passés par là. Je pense à vous d'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter ce podcast dans les révisions, vous êtes peut-être en révision du bac blanc de français ou du bac de français. Une comédie musicale également, qui a eu à guichet fermé, qui a tourné à Broadway, et d'ailleurs depuis des décennies qui a été vue par 42 millions de personnes en tout. Donc vraiment Les Misérables, c'était dingue. Pareil pour Notre-Dame de Paris, qui a oublié la mise en scène de Luc Plamondon avec Garou, Hélène Ségara, Patrick Fiori, en tête d'affiche, c'était juste dingue. En fait, il suffit juste que je vous fasse un belle... Et voilà, vous voyez très bien à quoi je fais référence. En fait, Hugo, il se contentait pas d'écrire des histoires, il sculptait des univers. Et si on fait le test sur Google, alors Google France, Victor Hugo est de très loin l'écrivain du 19e qui fait le plus d'entrées, avec quand même 3 920 000 résultats, bien loin devant Zola ou Balzac, et je parle même pas de Lamartine ou Chateaubriand, bien à la traîne derrière comparé à Victor Hugo qui nous intéresse. En revanche, il est battu par Voltaire et par Rousseau.
Mais ça, je pense que c'est encore les profs de français qui l'aiment tellement qu'ils le mettent à fond au programme. Victor Hugo n'est pas seulement le plus grand écrivain de tous les temps, c'est aussi une force de la nature littéraire. Donc la prochaine fois que vous voudrez plonger dans un bon livre, oubliez les romans de la gare qu'on voit avant de prendre le train ou à l'aéroport, ou la littérature Harlequin, et tournez plutôt les pages d'un bon Victor Hugo. C'est vraiment un voyage à travers l'humanité. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brillant en Société. Il a été écrit par Daphné Breitenbach. Je m'appelle Louis, je suis animateur sur Énergie. Je suis très heureux d'être avec vous. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, pour ne rien rater, pour rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast de Brillant en Société sur la plateforme de votre choix, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez en ce moment, sur l'appli Énergie aussi, vous pouvez, sur énergie.fr. Et surtout, laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du podcast. Je les lis. Daphné Breitenbach qui écrit ce podcast les lit aussi. Et on aime bien, on adore vous lire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brillant en Société.